Je m'appelle Gilles Burnet, je suis psychologue clinicien depuis 1989 et je travaille au centre. Je peux plus fort. Euh, et je travaille au centre Logos depuis 1994. Avant ça, j'avais été embauché pour ce qu'on appelait à l'époque, en 91, une post-cure. Alors bon, la situation dans le Gard par rapport au centre Logos, il faut que je l'explicite un petit peu. Le centre Logos appartient à une association qui s'appelait les Amis de Blanave. On a changé de nom plusieurs fois au cours des aléas, etc. Et donc au départ, il y avait une association qui gérait un centre de post-cure au nord du département, au-dessus d'Alès, à 25 km au-dessus d'Alès, en plein dans les Cévennes. C'était un centre qui fonctionnait sur l'idée de rupture, c'est-à-dire que les gens qui étaient admis dans ce centre de Blanave avaient, sur un séjour de 9 mois, l'institution organisait une rupture, c'est-à-dire rupture avec l'extérieur, une rupture complète, rupture avec les produits, bien entendu, et une vie collective, communautaire, dans une ferme qui était centrée sur des activités rurales, l'élevage, le jardinage, etc. Donc ça, c'était en 91. Depuis, les choses ont beaucoup bougé. Le centre de Blanave se situe maintenant à Alès, en ville, donc plus du tout à la campagne. Et l'association a ouvert depuis, alors ça c'était en 85, 87, 90, par là, le centre Logos, qui était un centre ambulatoire, centre de soins ambulatoire, qui se résumait il y avait un psychologue, un éducateur, et c'est tout au début. Et donc en 94, quand la substitution est arrivée, le centre Logos s'est doté d'un service un peu plus médical, médecin, infirmière, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai changé de lieu et que je suis venu travailler sur le centre Logos à Nîmes. Et donc en 94, il y a aussi, donc c'est l'arrivée de la méthadone qui a un peu bousculé les prises en charge. Et en plus, c'était l'ouverture des boutiques, ce qu'on appelait les boutiques à l'époque. Donc une boutique s'est ouverte à Nîmes, en plein centre-ville. Donc, bon, il y a eu au départ un fonctionnement. On a essayé comme ça de mettre un petit peu, d'expérimenter un certain style d'accueil des personnes. Bon, on a un petit peu transformé. Maintenant, on a changé de place aussi. On a changé de place à Nîmes. On n'est plus dans les mêmes locaux. Et donc, actuellement, le centre Logos gère deux établissements qui sont un XAPA, dans le même immeuble, un XAPA et un CARUD au rez-de-chaussée. Donc c'était en 98, quelque chose comme ça. Alors moi je travaillais là donc depuis 94, donc au XAPA, avec une activité de psychologue un petit peu lambda, recevoir des gens dans un bureau qui faisaient des demandes de soins. Puis là, à l'époque on avait comment dire, on avait un dispositif qui facilitait plus le travail avec les psychologues, du fait que l'institution avait décidé que toute personne qui venait faire une demande de méthadone devait rencontrer le psychologue, donc la personne qui devait rencontrer le médecin, l'infirmière, le psychologue, l'éducateur, etc. Donc ça, c'était en 97-98, ça a changé maintenant. Donc le centre d'accueil, le CARU d'en bas, a fonctionné un petit peu différemment. Et à ce moment-là, on m'a demandé, puisque j'étais à plein temps, l'équipe du CARUD a demandé la possibilité qu'un des deux psychologues, puisque nous étions deux au XAPA, un des deux psychologues vienne travailler au sein du CARUD. Donc je m'y suis présenté. Enfin, bien sûr, c'est des équipes qu'on connaissait bien. On se connaissait déjà pas mal. Et donc j'ai commencé à travailler dans ce CARUD en 99, quelque chose comme ça. Donc ça fait quelques années. Donc mon arrivée dans ce CARUD, petit à petit, j'ai mis très longtemps à trouver une place et à un mode de fonctionnement qui me convenait, qui convenait aussi à mes collègues. Les collègues sont notamment des éducateurs, une infirmière. Et ça a été assez long. Au début, je me suis posé beaucoup de questions sur la manière dont je pouvais intervenir. Un positionnement qui était, pour moi en tout cas, qui a été difficile à trouver. Qui s'est amélioré au fur et à mesure des années, parce que quand même ça fait plus de 10 ans que j'y suis.
Actuellement, j'y suis donc à raison de 2 demi-journées par semaine. Les gens qu'on accueille dans ce CARUD, il y en a qu'on connaît depuis, qui étaient là avant moi, quasiment. Euh, c'est, comment dire, il y a eu un positionnement avec eux qui a été, bon, qui s'est défini au fur et à mesure du temps qui passe. Hein. Alors, comment j'y fonctionne dans ce CARUD à plusieurs, bon, j'ai un petit peu de la manière dont ça a été dit. C'est pas toujours facile, il me semble, d'être psychologue dans un CARUD, parce que les personnes qui viennent dans un CARUD, par définition, sont des gens qui ne font pas des demandes de soins. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Les gens viennent, donc on a une idée au départ, bien entendu, quand on propose à un psychologue de travailler dans un CARUD, l'institution a un petit peu une idée derrière la tête qui consiste à faire en sorte que les gens qui viennent puissent accéder à un certain mode de questionnement sur leur manière d'organiser leur vie, en s'y impliquant un petit peu, en se responsabilisant un petit peu sur ce dont ils se plaignent, hein, on va dire un petit peu des choses comme ça. Donc, mon positionnement, c'est celui à peu près, qui vient d'être décrit, c'est-à-dire que je suis pas facilement identifiable en tant que psychologue d'emblée. Je ne me présente pas tout de suite comme étant psychologue, ça se sait assez rapidement. Alors ça se sait assez rapidement parce que je suis comment dire, les gens qui viennent, donc quelqu'un vient au CARUD avec une demande euh, en général sociale ou de soins, et quand ils s'adressent à moi, je leur dis que moi je n'instruis pas les dossiers de demande d'appartement, je ne vais pas non plus sur tout ce qui se fait normalement, tout ce qu'un éducateur fait dans le champ pour répondre aux demandes sociales des personnes qu'on accueille. Moi, je n'y réponds pas parce que je dis que c'est pas mon travail, que c'est aux éducateurs de le faire. Et en plus, un petit peu bêtement, je leur dis que je sais pas comment ça marche. Moi, je sais pas faire ça. Donc, ça me positionne d'une manière un petit peu particulière, un petit peu comme étant celui qui, dans l'institution, a priori, comme ça m'embête de le dire comme ça, mais c'est un petit peu vrai. Je suis un petit peu celui qui sert à rien au départ, comme ça, parce que toutes les demandes qu'on vient me faire. Toutes les demandes précises hein, concernant les démarches sociales, je n'y réponds pas. Par contre, alors là où je me positionne, c'est dans un lien avec les personnes, de rencontres, de discussions, bon, il y a quelques dispositifs comme ça qui permettent un échange, notamment la buanderie, que j'investis pas mal, parce qu'il me semble que bon, on a une population plutôt masculine. Donc, quand on est 2 ou 3 hommes comme ça dans une buanderie, un qui fait le repassage, l'autre qui range sa machine à laver, ça permet un certain type de lien, ne serait-ce que parce que bon, c'est assez étonnant qu'il y ait des hommes comme ça dans une buanderie qui fassent leur linge, qui fassent du repassage. Donc, on parle un petit peu de leur situation, hein, de célibataire, voilà, on partage un petit peu des choses de ce côté-là. Et ensuite, bon, c'est vrai que ça permet au fil du temps, avec quelques personnes, pas tous, hein, ça je pense que ça concerne en gros un tiers des personnes qui viennent au CARUD, avec qui j'arrive à entrer en relation, on va dire, constructive. Hein, parce que ça s'approfondit, parce que petit à petit les personnes parlent un petit peu plus de leurs difficultés, de leurs problématiques. Mais il y en a quand même les 2 tiers qui passent complètement à côté, c'est-à-dire qu'ils me considèrent effectivement comme quelqu'un qui ne sert à rien. Bon, je fais avec, je perds pas courage, et puis on continue, hein, bien sûr. Alors comme dans tous les CARUD, effectivement, on reçoit des cas de figures très très différents, hein, des pathologies très différentes. Il y a beaucoup de gens qui sont en situation de grande précarité. Il y a des gens qui sont aussi dans des situations comment dire, je ne vais pas dire de maladie mentale, mais quand même dans des structures psychiques qui sont un peu particulières. Il y a des personnes délirantes, il y a voilà. Alors, bien sûr, je comprends, l'équipe avait besoin d'un soutien, d'un psychologue. Bon, on a aussi un psychiatre dans l'institution, hein, mais ça me paraissait important que l'équipe puisse avoir, j'allais dire, un petit peu une sécurité, du fait qu'il y a là un psychologue qui peut les soutenir dans
compréhension, entre guillemets, du phénomène de la psychiatrie, par exemple, de la psychose, ou du délire, ou de la paranoïa, ou des choses comme ça, des bipolaires, effectivement, et que ça paraît important qu'il y ait comment dire, une référence, quelque part, qu'on puisse se référer à quelque chose, de manière à pouvoir discuter, rentrer en relation avec des gens qui sont très atteints psychiquement, hein, et des gens qui sont aussi dans des grandes précarités sociales. Alors bon, proposer comme ça la présence d'un psychologue dans un CARUD, moi ça me paraît important, intéressant, parce que ça permet une rencontre entre une profession qui est quand même un petit peu à distance, j'allais dire, des personnes précaires, des personnes en situation précaire, des personnes qui sont dans des situations économiques relativement faibles. Hein. Aller voir un psychologue en ville, ça coûte très cher. Et il y a des psychologues aussi dans des CMP, bien sûr, hein, qui sont tout à fait abordables, hein, qu'on peut rencontrer. Mais pour des gens aussi désocialisés, ça me paraît important de pouvoir voilà, rencontrer quelqu'un comment dire, qui peut répondre à des demandes qui ne sont pas des demandes directement, qui concernent directement des choses matérielles, mais qui se dégagent un petit peu, faire un pas de côté, faire un peu, ouvrir un petit peu sur une réflexion, un petit peu sur la responsabilisation. Moi, c'est ce que j'essaye, hein, c'est pas toujours facile à dire à quelqu'un que ce dont il se plaint, peut-être qu'il en a aussi sa part à lui, et que peut-être que s'il se questionne sur cette part de responsabilité qu'il a dans ce dont il se plaint, là, il a peut-être un moyen de faire un peu bouger les choses. C'est pas très facile, c'est même assez difficile. Ça m'est arrivé de prendre des mauvaises réactions. Hein, qu'est-ce que c'est que ce con? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Non, mais pour qui il se prend? Voilà, ça m'est arrivé une ou deux fois. Donc, je prends beaucoup de précautions pour entraîner quelqu'un à réfléchir sur ce qu'il en est de sa responsabilité dans ce dont il se plaint, comme on dit. Et puis, il y a aussi bon, j'ai aussi une partie de mon travail en maison d'arrêt. J'y vais aussi deux demi-journées par semaine, ce qui me permet de rencontrer parce que bon, dans la population qu'on rencontre, il y a régulièrement des gens qui vont faire des séjours en maison d'arrêt, on va dire ça comme ça. Donc ça permet un suivi, ça permet de continuer de les rencontrer, là de manière un petit peu plus précise, parce que bon, en maison d'arrêt, c'est un bureau, hein, c'est fermé, là la rencontre elle est plus directe, et puis il y a un problème qui se pose, hein, le fait de l'incarcération, c'est un problème en soi, et c'est la résultante aussi d'un problème, de quelque chose de problématique. Donc j'arrive un petit peu plus à les rencontrer, un petit peu plus personnellement, ce qui fait que quand ils sortent de maison d'arrêt, étant donné que eux ils trouvent ça très sympa que je vienne les voir. Et du coup ça établit un lien un petit peu plus personnel. Quand il y a un retour comme ça au CARUD, le lien peut se poursuivre par la suite. Il y a aussi l'engagement dans la réduction des risques. Moi, ça me paraissait important qu'en tant que psychologue, je puisse aussi m'y inscrire, parce que c'est pas toujours évident, comment dire, de pouvoir le justifier théoriquement, je veux dire, d'arriver à justifier pourquoi un psychologue s'inscrit dans des missions de réduction des risques. Parce que bon, avec mes collègues, je participe à la mise en place de la mise à disposition de kits dans les pharmacies. Donc on fait tout le département. Je pars avec eux en voiture, visiter les pharmaciens pour leur expliquer les bonnes raisons qu'on a de mettre en place ces dispositifs de mise à disposition de matériel propre pour les usagers de drogue. Donc ça m'oblige, moi, à réfléchir un petit peu à comment je peux justifier théoriquement ma position dans la réduction des risques, parce que bon, c'est pas évident. Hein. Quand on me pose la question, je pense qu'il y a beaucoup de psychologues, de cliniciens qui pensent que c'est une erreur, qu'on ne devrait pas s'engager là-dedans, parce que c'est aller dans le sens de la... Alors bon, les mots qui sont utilisés, c'est bien entendu se positionner dans l'encouragement ou dans l'encouragement de la jouissance. Vous voyez, les psychologues, hein, il
il y a cette question du désir, cette question de la jouissance qui me paraît très très intéressant. Hein. Pour reprendre ce qui était dit dans cette même salle tout à l'heure, où on posait la question du désir et du plaisir, hein, on sait. Je pense, je suis assez d'accord avec les gens qui pensent qu'on ne peut pas être des deux côtés en même temps. On ne peut pas être en même temps du côté du désir et du côté de la jouissance. C'est impossible. On est soit d'un côté, soit de l'autre. Et ce qu'il faut préserver avant tout, à mon avis, c'est le désir, bien entendu. Parce que la jouissance, elle vient ou elle ne vient pas. Le désir, c'est ce qui inscrit quelqu'un dans la vie. Contrairement à la jouissance, qui est plutôt du côté mortifère. Mais enfin bon, ça c'est un débat. Moi, ça m'intéresse, c'est un débat qui m'intéresse. Donc participer, s'inscrire dans des programmes de réduction des risques, ça pourrait apparaître comme étant une démarche qui s'inscrit dans l'encouragement à un accès à une certaine forme de jouissance. Donc, un peu contradictoire avec la position que pourrait avoir un psychologue. Alors là, moi, où je trouve la justification dans ce que je fais, c'est que je pense que la question de la jouissance des toxicomanes, c'est un fantasme. Les toxicomanes sont des gens qui ont un mode d'accès à un certain mode de jouissance qu'ils atteignent plus ou moins bien. La preuve, c'est qu'ils s'en plaignent. Je crois que quelque part, il y a aussi une plainte il y a une plainte hein, des toxicomanes du fait qu'il y a toujours des embûches, il y a toujours des choses qui viennent barrer le chemin à la jouissance du produit. Et alors les embûches, elles sont identifiées comme étant du côté de la justice, de la police, etc. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'il y a aussi l'expérimentation de quelque chose qui n'est pas atteignable, qui serait une jouissance complète et qui n'existe pas. Donc je pense que permettre à des gens qui sont des toxicomanes de pouvoir continuer une pratique avec le moindre risque, c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour eux, en abandonnant cette idée que ça va leur permettre d'atteindre une jouissance qui est socialement interdite. Ça, bon, c'est ma position, c'est comme ça que je sais plus le mot, que je le justifie. Voilà. Sinon, je ne sais pas trop quoi dire de plus. C'est histoire d'ouvrir un peu un débat. Voilà, merci beaucoup.